Letellier-Limas, secrétaire d'État chargé de l'éducation prioritaire. Merci Madame la Présidente, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs. Je suis heureuse, après vous avoir attentivement écouté, de m'exprimer au nom du ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports sur la question de l'écriture inclusive. Si le sujet est aujourd'hui débattu dans cet hémicycle, c'est bien, et cela a été rappelé à plusieurs reprises, parce que nous ne parlons pas là d'un petit sujet. Parce que nous ne parlons pas là d'une lubie de quelques personnes isolées qui se seraient prises de passion pour un nouveau jeu littéraire. L'écriture inclusive n'a rien à voir avec un exercice de style. Elle est un enjeu de société, un enjeu à la fois éducatif et politique, c'est-à-dire un enjeu qui nous préoccupe tous. Que l'on ne s'y trompe pas, je ne parle pas ici de l'évolution nécessaire de la langue et des usages consistant à accorder les métiers et les fonctions selon le genre. Cette évolution est un progrès évident que nous saluons, salutaire pour les femmes et pour la société dans son ensemble. Je ne parle pas de la féminisation des noms, mais bien de l'écriture dite inclusive, au sens où l'entend la circulaire du Premier ministre, Édouard Philippe, du 21 novembre 2017, à savoir en tant que, je cite, « pratique rédactionnelle et typographique visant à substituer à l'emploi du masculin, lorsqu'il est utilisé dans un sens générique, une graphie faisant ressortir l'existence d'une forme féminine. » En clair, nous parlons bien aujourd'hui du point médian et des néologismes dits neutres, comme le pronom non-binaire, ce pronom « il », censé remplacer à la fois le « il » et le « elle ». Cette écriture dite inclusive prend de l'essor et dépasse aujourd'hui largement la sphère militante ou associative. On la retrouve désormais dans certains journaux. On la voit exploser sur les réseaux sociaux. On ne s'en étonne pas dans la communication des entreprises, ni même dans les publicités de marques grand public. Nul n'ignore aussi combien son usage s'est répandu à l'université, dans certains intitulés de cours, des travaux dirigés ou encore des publications. Certains professeurs, que je crois volontiers peu nombreux, approuvent de telles pratiques et l'encouragent même, au détriment d'élèves ou d'étudiants qui ne voudraient ou ne sauraient en faire usage. De même, à l'université et désormais à l'école, de plus en plus d'élèves l'emploient dans leurs copies et nos professeurs se trouvent bien en peine, souvent de les corriger, souvent désemparés et même dépassés par l'ampleur du phénomène. Je comprends leur embarras et je l'estime légitime. Car comment en effet s'opposer à une écriture qui prétend lutter pour l'égalité entre les femmes et les hommes et manifester la diversité du genre humain? Pourquoi prendre le risque de se mettre à dos un, sinon plusieurs, élèves ou encore collègues? Comment ne pas résister, ne pas plier face aux pressions, aux intimidations parfois, car elles existent, sommant d'y avoir recours? Face à cela, il est une réponse. C'est l'institution. L'institution, c'est-à-dire l'État, doit se prononcer avec clarté et avec fermeté sur un tel sujet, car elle est la seule à pouvoir fixer la norme à laquelle chacun peut se référer en toutes circonstances. 4 ans après la circulaire de 2017 et l'avertissement de l'Académie française, je veux donc le redire avec la force, mais aussi avec la conviction que seule donne l'évidence. L'écriture inclusive est un danger pour notre école. Elle est un danger pour notre langue. L'écriture inclusive est un danger pour les principes mêmes de notre République. Elle est donc un danger pour notre pays. Je ne vous ai pas interrompu. Je commencerai par parler de l'école. L'écriture dite inclusive vient battre en brèche la mission première de tout système éducatif : apprendre à lire. Nul ne peut contester les difficultés de lecture qu'entraîne déjà pour l'adulte une telle graphie. L'écriture inclusive nous fait donc buter sur les mots,
nous contraint au bégaiement. Elle rend la marche d'un texte chaotique. Elle disloque les mots, elle les fend en deux. L'écriture inclusive nous contraint à la myopie. On ne voit plus que le mot. On ne voit pas plus loin que le mot. On oublie le sens de la phrase. Finalement, on perd le sens tout court. L'écriture inclusive marque donc le retour au stade du déchiffrage. Elle est une régression de l'acte de lire. Chacun peut donc imaginer combien ces difficultés de lecture sont décuplées chez le jeune enfant qui apprend à lire. Vous le savez sans doute, Madame la sénatrice, en classe de CP, les élèves apprennent à associer les lettres, dont la combinaison produit des sons, qui se combinent en mots, qui font des phrases, dont l'enfant comprend enfin le sens. Il ne faut pas moins que l'association de 5 étapes successives pour apprendre à lire. Tous les enfants ont besoin de règles claires. Aucun élève n'apprend dans le flou. Pour l'apprentissage de la langue française, les programmes scolaires se réfèrent aux normes orthographiques et grammaticales en usage et les mêmes règles sont enseignées à tous. La clarté de la norme est la condition indispensable de la transmission. À l'opposé exact de cela, les militants de l'écriture inclusive font évoluer leurs propres règles syntaxiques au gré des semaines. On ne compte plus les querelles intestines pour décider à quel endroit exactement placer le point médian, quels accords privilégier, jusqu'où aller dans le démembrement de la phrase. L'écriture inclusive a ses radicaux et ses modérés, ses pacifistes et ses jusqu'au-boutistes. En vérité, la question est simple. Peut-on se payer le luxe, en France, d'aggraver les difficultés de lecture de nos élèves ? Il suffit de regarder les résultats des évaluations nationales pour s'en convaincre. Et je vous le dis, moi qui suis au contact chaque semaine de nos élèves en éducation prioritaire, nous devrions être alertés. En dépit d'une progression indubitable depuis 2018, à l'entrée en sixième, un nombre encore trop important d'élèves présentent des difficultés de déchiffrage manifestes qui sont inquiétantes. De fait, l'écriture inclusive constitue bien un obstacle pour l'acquisition de la langue et de la lecture pour la très grande majorité des enfants, sinon pour tous les enfants. Comme l'a écrit récemment le professeur émérite Bernard Cerquiglini, l'écriture inclusive rompt avec le courant progressiste qui, depuis le XVIe siècle, a milité en faveur d'une lisibilité démocratique de l'écrit. Il est donc tout à fait exact de parler d'écriture excluante. L'écriture inclusive est excluante au moins à un autre titre. Elle est inadaptée aux élèves présentant des troubles d'apprentissage. Je pense en particulier aux enfants atteints de dyslexie, de dyspraxie ou encore de dysphasie. Je pense aussi à nos enfants en situation de handicap, aux enfants autistes, aux enfants malvoyants qui dépendent de logiciels d'aide à la lecture incapables de reconnaître l'écriture inclusive et donc de restituer le texte lu. Aussi, la typographie de l'écriture inclusive, une typographie qui ne se lit pas, qui ne se dit pas, une typographie instable qui dépend du bon vouloir créatif de chacun, une typographie incapable de se choisir une règle orthographique plutôt qu'une autre, cette typographie n'a en vérité aucunement sa place dans notre école. Par conséquent, parce que nous défendons une école véritablement inclusive, que nous mettons l'intérêt supérieur de l'élève au-dessus de tout, et parce qu'enfin nous croyons, comme l'a écrit Jean Zay en 1936, que l'école doit rester cet asile inviolable dans lequel les querelles des hommes ne pénètrent pas. Le ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports vient de publier une circulaire proscrivant son usage dans les enseignements. Cette circulaire viendra conforter nos élèves dans leurs apprentissages et conforter nos professeurs dans leur travail. Mesdames et messieurs les sénateurs, nous pourrions nous en tenir à souligner l'inadéquation fondamentale entre l'écriture inclusive et l'apprentissage de la lecture. Autrement dit, nous pourrions nous en tenir à l'école. Mais l'école est le creuset de la République. L'école a tout à voir avec la République.
et ce qui touche aux principes fondamentaux de notre République touche nécessairement à notre école. Beaucoup a déjà été dit cet après-midi sur les dangers que constitue l'usage de l'écriture inclusive dans notre langue et pour notre pays. Vous avez ainsi parlé de la francophonie. En effet, comme s'en est inquiétée l'Académie française, je suis convaincue que la généralisation de l'écriture inclusive, qui complexifie abusivement notre grammaire et notre orthographe, déjà pas si simple, marquerait la mort annoncée de la pratique de la langue française dans le monde. Rappelons qu'il n'y a pas d'accord des adjectifs en anglais et quasiment pas d'accord des verbes non plus. Cette simplicité est un avantage compétitif évident pour la diffusion de l'anglais dans le monde. Tout autre est le cas des langues romanes, qui nécessitent connaissance du masculin et du féminin de chaque nom et accord des adjectifs. Dans cet environnement linguistique déjà complexe, les tenants de l'écriture inclusive, en refusant d'accorder au masculin sa fonction de neutre, font le choix assumé d'accroître considérablement les difficultés préexistantes de notre langue par l'excroissance artificielle des mots. Par conséquent, avec l'expansion de l'écriture inclusive, la langue anglaise, déjà en situation quasiment hégémonique à travers le monde, gagnerait à coup sûr et probablement définitivement sur la langue française. Je parle de l'anglais, mais je pourrais parler de bien d'autres langues. Mesdames et messieurs les sénateurs, je le crois, l'écriture inclusive signe le déclin du français parlé dans le monde. Maintenant, plus que la francophonie, vous avez parlé du lien irréductible qui lie notre pays à sa langue. L'histoire de France commence avec sa langue, nous dit Michelet. Nous sommes les dépositaires temporaires des mots, des voix, des âmes qui ont sculpté la langue française par le passé. Par notre vie, par nos vies, nous sommes les bâtisseurs de la langue qu'à notre tour, nous devons transmettre. Notre langue ne s'est pas faite en un jour. Elle est le résultat d'une histoire, d'une longue tradition, faite d'enrichissement progressif et d'apports successifs. La langue est une chaîne de vie dont nous ne sommes qu'un maillon. Cette vérité Je suis heureuse que vous appreniez des choses, Madame la sénatrice. Cette vérité appelle l'humilité et doit tempérer l'hybris de quelques-uns. Cette vérité doit aussi nous pousser à réfléchir par deux fois, avant d'accepter des évolutions moins dictées par l'usage courant que par la nouvelle doxa du temps présent. Car cela a été dit, l'écriture inclusive participe d'une idéologie qui, comme toute idéologie, ne souffre pas la contestation et cherche au contraire à imposer ses vues à tous. Cette idéologie oppose les hommes et les femmes, les dominants et les dominés. Elle fait du terrain linguistique un champ de bataille où deux camps viennent s'opposer face à face. C'est vrai, sans doute vaudrait-il mieux éviter dans un cours de grammaire de dire que le masculin l'emporte sur le féminin, mais tout simplement qu'au pluriel, le mot s'accorde au masculin, qui dans la langue française fait office de neutre. L'écriture inclusive est donc le refus du neutre, c'est-à-dire le refus de l'universel. L'écriture inclusive, c'est rendre visible le genre et rendre invisible l'universel. Ce mouvement d'inversion de la norme est donc en contradiction totale avec les principes mêmes de notre République qui rassemble avant d'exclure et qui unit avant que de séparer. Par conséquent, l'écriture inclusive n'est jamais seulement illisible, inintelligible, impraticable, préjudiciable aux apprentissages. Elle n'est pas seulement le choix délibéré d'exclure une partie de nos concitoyens. L'écriture inclusive est une méconnaissance absolue et, je crois, voulue de notre langue et de son histoire, et une tentative d'appauvrissement de notre manière de penser, et plus encore de nous penser. Mesdames et messieurs les sénateurs, l'école de la République apprend à chaque élève à habiter sa langue. Et habiter sa langue, c'est être porté par une littérature qui a toujours célébré cet esprit de liberté et de partage qu'est l'esprit français. Notre langue est plus qu'un trésor, elle est notre destinée commune. C'est par la langue que nous devenons nous-mêmes et que nous nous projetons au-delà vers cet universel qui caractérise le rapport si singulier que les Français entretiennent avec le monde. Sachons donc la garder belle et l'énoncer clairement sans jamais cesser de l'enrichir. Les générations à venir nous sont tributaires. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Alors,
L'ordre du jour appelle, s'il vous plaît, madame la présidente.